À 2 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le NDI réaffirme son soutien aux autorités ivoiriennes. Ce vendredi, le président du NDI a rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La CEDEAO et l'OIAC viennent de tenir une rencontre à Grand-Bassam. L'objectif est de faire le point des incidents et attaques chimiques dans la sous-région et établir une ligne d'action en vue de faire face à ces dangers. Le VITIB, village des technologies de l'information et de la biotechnologie, lance une consultation pour le choix de partenaires techniques et financiers pour la gestion de 6 projets technologiques en zone franche des Grand-Bassam. Et nous irons en Guinée où le pouvoir et l'opposition sont enfin parvenus à un accord sur l'organisation des élections présidentielles et locales. L'accord a été signé hier en présence du représentant des Nations Unies dans le pays. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. À 2 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le NDI, National Democratic Institute, réaffirme son soutien aux autorités ivoiriennes. Ce vendredi, le président de l'institution a rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les échanges ont porté entre autres sur la préparation du scrutin présidentiel d'octobre prochain, la paix et la sécurité, nous explique Hugues Viblé. Le National Democratic Institute a bon espoir que la présidentielle d'octobre va bien se dérouler. Le président de l'Institut américain a échangé sur la question avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les deux personnalités ont notamment évoqué les conditions du bon déroulement du scrutin présidentiel d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le NDI se dit disposé à appuyer le gouvernement dans cette optique. Nous avons échangé avec le Premier ministre qui nous a fait part de ses perspectives sur les questions de paix et de sécurité, sur les questions économiques et aussi sur les préparations en vue des élections prévues pour le mois d'octobre. Nous sommes confiants, nous avons espoir que si chacun joue son rôle, les partis politiques, la société civile, le gouvernement, la commission électorale, chacun jouant son rôle avec une participation active de tout le monde, ces défis pourront être relevés et créer des conditions pour l'organisation des élections paisibles et crédibles. L'Institut qui participe à l'édification d'institutions stables s'est dit prêt à travailler avec les partis politiques ivoiriens. Le président du NDI, institution qui fait de la consolidation de la démocratie son cheval de bataille, a visité avant la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. Et à quelques mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, cette question, quelle régulation de la presse écrite et audiovisuelle en période électorale? Les responsables de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et du CNP, Conseil national de la presse, ont été invités par le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains pour en discuter. Les deux organes de régulation ont expliqué leur rôle pendant cette période électorale. Le reportage de Michel Digré. Le déroulement de la présidentielle de 2015 dans un climat apaisé dépendra certainement en partie du traitement de l'information que feront les médias d'État et privés. Les organes de régulation de la presse écrite et audiovisuelle en Côte d'Ivoire en sont conscients et s'attellent à gérer au mieux cette période électorale. On sait qu'à cette période, toutes les tensions sont ravivées à leur summum. Et l'instance de régulation est là. Son rôle est de faire en sorte que, ces tensions-là soient amenuisées et que les médias n'abusent pas du pouvoir dont ils disposent, ce pouvoir qui leur est conféré par la liberté de la presse. Pour le directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, les médias d'État seront équitables vis-à-vis de tous les candidats lorsque débutera la campagne électorale. Si un des candidats dispose de 30 minutes de temps de parole, tous les autres candidats disposeront du même temps de parole. Donc un principe d'égalité stricte et ce dans tous les domaines. Et je dois souligner d'ailleurs qu'à cet égard, bien que n'y étant pas obligé, la RTI a couvert les dépôts des dossiers de candidature de tous ceux qui l'ont fait.
de tous les candidats sans tenir compte d'une question de recevabilité. On a vu un candidat qui avait 30 ans qui a déposé son dossier alors que la loi exige d'avoir 40 ans. Lui, il a déposé alors qu'il a 30 ans. Mais ça a été couvert au même titre que le dépôt du dossier de candidature du président Ouattara, par exemple. De quoi rassurer et tous les candidats en lice pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, le CNP est en tournée de sensibilisation. C'est une rencontre avec les partis politiques et les organisations de la société civile. La délégation du CNP, conduite par Raphaël Lacpé, a échangé avec la direction de l'UDPCI aujourd'hui. La rencontre a eu lieu au siège du parti à Cocody. Le CNP a présenté ses missions et encouragé les responsables de l'UDPCI à utiliser le bon ton pendant ces élections. La démarche du CNP a été saluée par l'UDPCI. Essi Amara et Charles Konambani, candidats à la présidentielle d'octobre prochain, ont déposé leur dossier de candidature aujourd'hui à la CEI. Ils sont respectivement 13e et 14e candidats déclarés à la commission électorale indépendante. Hamza Diaby. Essi Amara, candidat à la présidentielle 2015. Ce vendredi après-midi, à la CEI, le candidat indépendant est venu déposer son dossier. Essi Amara le soutient. S'il est candidat, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une ambition pour le pouvoir, mais une ambition pour la Côte d'Ivoire. Une ambition pour l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants. Ce monde est très complexe aujourd'hui. Nous voyons partout ce qui se passe au Mali, un peu partout. Nous avons le devoir de préserver la Côte d'Ivoire. Puis il ajoute qu'il n'est pas investi par la CNC parce qu'il n'est pas membre de la coalition, mais n'en est qu'un collaborateur. Vous savez, les États-Unis ne sont pas au traité de Rome, mais ils collaborent quand même avec tout ce qui se passe. Non, je ne suis pas à la CNC, hein, ils collaborent avec eux. Juste après son départ, Bani Konan-Charles, le président de la Coalition nationale pour le changement, arrive. Il ne portera pas les couleurs de cette formation. Il n'a pas été investi, mais ne se considère pas non plus comme candidat indépendant. Ses dossiers sont réceptionnés, même si ses photos d'identité n'y sont pas. Lui veut entretenir l'héritage de Feu Félix Houphouët-Boigny. Je restaurerai la Côte d'Ivoire en lui redonnant les atouts que le président Houphouët lui avait conférés et que les années d'affrontement politique ont dissipé. Je suis candidat pour remettre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens au centre des préoccupations de la politique nationale. À la question de savoir pourquoi n'y a-t-il pas une candidature unique au sein de la CNC, le candidat est sûr du contraire. Eh bien, ça viendra. Vous verrez. On n'est pas au bout du processus. À ce jour, 14 dossiers de candidature à la présidentielle d'octobre prochain sont réceptionnés par la commission électorale indépendante. Dernier délai de dépôt des dossiers de candidature, mardi 25 août 2015 à 17 h. Et vous voyez, la CEI continue d'enregistrer les candidatures pour la présidentielle du 25 octobre. Hier matin, la commission électorale indépendante a réceptionné 2 nouvelles candidatures. Il s'agit d'Ekissi Achi et de Guédé José Abel, le compte-rendu de Sylvie Touré. Investi le 28 mars dernier comme candidat de son parti à la présidentielle d'octobre prochain, Ekissi Achi a remis ce vendredi son dossier au secrétariat permanent de la CEI. Si sa candidature est retenue, il portera les couleurs du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, le PCRCI. Nous sommes les candidats pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les candidats pour une Côte d'Ivoire libre, démocratique et prospère, moderne. 12e citoyen à se jeter à l'eau, un marin à la retraite. Guédé José Abel a aussi fait acte de candidature. Il a le choix du Parti ivoirien des droits authentiques, PIDA. Il a reçu son récépissé provisoire de dépôt de candidature. Aujourd'hui, il faut converger tous les efforts pour qu'on arrive à ce que les fils et les filles de ce pays se retrouvent, se comprennent, travaillent ensemble la main dans la main
et laisser complètement les querelles à côté. Si Ekissi Achi s'est acquitté de la caution de 20 millions de francs CFA, ce n'est pas le cas de Guédé José Abel. L'ancien marin dispose de 3 jours pour le faire, au risque de voir sa candidature tomber à l'eau. Voilà, Ekissi Achi et Guédé José Abel ont déposé leur dossier de candidature ce matin à la commission électorale indépendante. Quelle stratégie déployer pour mener une bonne campagne et permettre aux candidats du RHDP de remporter la présidentielle d'octobre prochain? Cette question a été abordée par les directeurs de campagne du Centre-Ouest et du Sud-Ouest. Sous la houlette du directeur de campagne adjoint du RHDP, ils se sont retrouvés à Soubré pour décider de la stratégie de campagne, nous explique Michel Mambo. 247 625 bulletins nuls enregistrés en 2010 dans la zone du Grand Ouest, soit 26,23% des votants. Un indicateur à prendre en compte dans la stratégie de campagne, selon le professeur Kakou Dikayue. Nous allons mener toutes les stratégies pour casser le taux d'abstention, pour que nos populations participent massivement à l'élection, pour qu'il y ait une bonne participation et un bon score le président Alassane Ouattara. Les objectifs de cette rencontre sont donc clairement définis. Directeurs régionaux associés, directeurs départementaux de l'Alliance RHDP du Centre-Ouest, réunis à ce jour, se disent prêts à remplir leur part du contrat pour une victoire sans embâche. Après cette réunion, je vais retourner à ma base et apporter les informations qu'il faut, de telle sorte qu'on puisse aller à des élections apaisées et réussies. Recenser effectivement tous les leaders d'opinion et puis voir effectivement comment on peut mettre dans nos stratégies, mener notre campagne de proximité pour avoir un taux important pour la victoire du président Alassane Ouattara. Nous n'allons pas vraiment lésigner sur les moyens spécifiques et les moyens adéquats pour pouvoir réussir cette campagne-là. Et pour arriver à leur fin, il faudra développer une vision commune. Nous devons agir en synergie, dans la solidarité, dans l'union, dans l'attente, dans l'amour du prochain, en étant débarrassés des réflexes partisans, sectaires et réducteurs qui sont source de contre-performance. Cette rencontre initiée par le directeur régional adjoint de campagne, Maurice Kakou Dikayue, intervient 10 jours après l'investiture de l'équipe de campagne du candidat RHDP pour l'élection présidentielle. C'était le dimanche 9 août dernier. La présidentielle approche. L'amicale des députés du district d'Abidjan choisit comme candidat Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. L'amicale, composée de 28 députés, a rendu public ce choix lors d'un point de presse tenu dans une salle du Parlement au Plateau. Explication Sylvie Touré. L'amicale des députés du district d'Abidjan a fait son choix. Elle soutiendra la candidature d'Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. L'annonce a été faite ce vendredi au cours d'un point de presse. Nous, députés du district au nord d'Abidjan, proclamons qu'il est à l'image du père fondateur, un homme de vision, de conviction. C'est pourquoi, pour faire en sorte que nos populations qui représentent plus du tiers de l'électorat sortent massivement le 25 octobre prochain pour exprimer leur vote en faveur de notre candidat, le président Alassane Ouattara. Forte de 28 membres, cette amicale entend se mettre à la disposition de la direction nationale de campagne du candidat du RHDP. Les députés du district autonome d'Abidjan se réjouissent de l'alliance des fils et filles d'Oufoué-Boigny qui, selon eux, est un gage de stabilité et de développement pour le pays. Voilà qui ferme le chapitre politique de cette édition. La CEDEAO et l'OIAC viennent de tenir une rencontre à Grand-Bassam. L'objectif est de faire le point des incidents et attaques chimiques dans la sous-région et établir une ligne d'action en vue de faire face à ces dangers. Le ministère ivoirien chargé de la Défense a pris part à la rencontre. Maïsako pour le reportage. La gestion des incidents et attaques chimiques reste un défi dans les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pourtant partie prenante à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, entrée en vigueur en 1997.
Pour accroître leur capacité d'intervention, des représentants des 15 États membres de la CEDEAO ont été formés pendant 5 jours. Nous avons fait savoir aux participants qu'il est important de reconnaître les dangers que représente l'utilisation des armes chimiques. Nous leur avons expliqué pourquoi il est nécessaire que chaque pays établisse un programme sur l'utilisation et le stockage de ces armes. Les armes et produits chimiques sont toxiques pour les êtres humains. Ils peuvent être létaux pour la faune et la flore, constituant ainsi un fléau permanent pour les États. En vue de freiner leur utilisation et leur prolifération, un plan d'action a été élaboré. C'est que la CEDEAO prenne le leadership du projet et qu'il s'adresse aux États pour leur demander de prendre très au sérieux ce projet-là. La Côte d'Ivoire, cheville ouvrière de cet atelier, a pris la pleine mesure du danger que représentent les armes et produits chimiques. Le dernier défi qui se présente à la Côte d'Ivoire, c'est l'encadrement et l'interdiction de l'orpaillage clandestin. Beaucoup de produits chimiques sont utilisés par ces orpailleurs clandestins selon des normes qui ne sont pas celles admises par les sociétés minières. Les participants à ce séminaire se proposent de se faire l'écho de son contenu dans leurs pays respectifs. Ce séminaire va permettre au niveau du Togo de rendre compte, disons, fidèlement de tout ce qui s'est passé et d'introduire les recommandations qui ont été faites. À la suite de cette rencontre, la CEDEAO entend mutualiser les actions de ses membres pour une meilleure réponse à d'éventuels incidents et attaques chimiques dans l'espace. La police nationale renforce son dispositif sécuritaire dans le district d'Abidjan. C'est une stratégie de sécurisation pour venir à bout de l'insécurité et le phénomène des microbes. L'action vise à protéger la population, surtout à la rassurer. La police nationale appelle ces populations à la collaboration, à éviter de faire circuler de fausses informations tendant à créer la psychose. On en sait plus avec Abou Sanogo. Face aux rumeurs d'insécurité distillées dans le district d'Abidjan, créant du coup la psychose au sein des populations, la haute hiérarchie de la police nationale réunie en concertation au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, rassure la population quant aux dispositions prises pour leur sécurité. La criminalité n'a pas eu de hausse. Pour nous, la criminalité est au même niveau. Cependant, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont fait qu'il y a eu beaucoup d'agressions sur la voie publique. Et ceci a fait créer le sentiment d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité qui crée la psychose pour nos populations, les concitoyens qui vivent à Abidjan. Et donc, nous appelons nos concitoyens à prendre la mesure pour ne pas qu'on fasse peur à nos concitoyens. Par ailleurs, la police nationale met en garde toute personne qui propagerait de fausses informations. Tous ceux qui créent de toutes pièces des événements, qui font circuler des rumeurs, qui balancent des SMS n'importe comment, nous les mettons en garde. Parce que nous ne voudrons pas que nos concitoyens vivent dans la psychose, vivent dans la peur et vivent dans cette insécurité. Pour la sécurisation des personnes et des biens, la police nationale va accroître sa présence dans les communes du district d'Abidjan. Comment gérer et sécuriser les stocks d'armes et de munitions? La question était au centre d'un atelier tenu ici à Abidjan. La Comnat ALPC et ses partenaires veulent renforcer la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en Côte d'Ivoire. Explication Hamza Diaby. Toutes les entités des forces de défense et de sécurité réunies au sein du groupe de travail du programme de gestion de la sécurité physique et des stocks d'armes et de munitions, PSSM, se sont retrouvées ce lundi à Abidjan. Il s'agissait de donner des orientations aux experts du groupe de travail, notamment la centralisation des bases de données, la définition du rôle de l'armurier et la réalisation des missions d'inspection dans les armureries. Je pense que comme le groupe PSSM va redémarrer, ça va vous appuyer à financer donc une mission de destruction de votre équipe, de ceux qui ont été formés pour ça. Avis partagé par Cora Gourebi, responsable du projet GIZ Comnat ALPC, qui estime que cet atelier vise la redynamisation du PSSM. Il est nécessaire d'avoir l'équipement technique, mais c'est l'esprit des gens qui sont en responsabilité des armureries qu'il faut soutenir. Je viens de discuter avec le colonel-major pendant la pause et je pense que le rôle de l'armurier doit être encore mieux mis au centre de tout ce que vous faites.
Le PSSM est un programme de l'État de Côte d'Ivoire à travers la Comnat ALPC. Il est financé par la coopération allemande GIZ avec l'appui des partenaires comme l'UNIMAS et le PNUD. Le VITIB, Village des technologies, de l'information et de la biotechnologie, lance une consultation pour le choix de partenaires techniques et financiers pour la gestion de 6 projets technologiques en zone franche du Grand Bassam. Les entreprises retenues auront pour mission de gérer un certain nombre d'investissements. L'enseigne Bakayoko, Adama Kone. Ces investissements concernent une station terrienne, un studio de production audiovisuelle, un laboratoire télécom. À cela, il faut ajouter un réseau d'archivage de données, un laboratoire de test d'ADN humain et une unité d'assemblage d'ordinateurs. Des projets de haute portée technologique. Nous recherchons des partenaires financiers, des hommes d'affaires qui voudraient s'associer à nous, qui viendraient avec leur expertise, avec leur apport financier, pour qu'ensemble, justement, on puisse faire de chacun de ces projets-là de success stories. Le but, c'est de créer, bien sûr, un tissu TIC très fort ici en zone franche. On espère que, justement, à partir de cette zone franche, les entreprises, tant nationales qu'internationales, pourront, justement, envahir le marché de produits et services qui auront été conçus ici. Toutes les unités seront installées au sein de la zone franche et devraient être fonctionnelles dans le courant de l'année 2016. Il s'agit pour le gouvernement de faire du village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB la vitrine de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas de l'Afrique de l'Ouest en matière de TIC, précisément dans l'accompagnement des entreprises du secteur. En tout cas, pour la consultation qui s'ouvre lundi prochain, les dirigeants de la zone franche attendent des dossiers bien ficelés. Tous les partenaires potentiels de la sous-région ou internationaux sont les bienvenus. Nous espérons qu'ils nous proposent des business plans qui permettront justement de donner forme à ces projets-là et d'apporter leur investissement personnel à eux-mêmes. Tous les projets concernés bénéficient du financement de la Banque indienne d'import-export Exim Bank. Celle-ci a accordé un prêt de 10 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour le développement de la zone franche des technologies, de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Opter pour les coopératives, opter pour l'égalité, c'est le thème de la journée des coopératives célébrée en juillet dernier. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué dans ce mois d'août à Mbata, c'est dans la région du Moronou, société coopérative, moyen d'autonomisation de la femme en vue de la pleine participation à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est le thème choisi par notre pays. Retour sur cette célébration avec Francis Boifo. Les femmes de la région du Moronou sont venues renouveler leur engagement à travailler la terre pour être autonomes et participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. J'ai porté au gouvernement cette information. Ici, dans le Moronou, les femmes sont au travail et qu'elles produisent beaucoup, qu'elles se sont organisées en société coopérative et qu'elles ont décidé d'accompagner la politique du gouvernement afin de lutter contre la pauvreté. Grâce à ces sociétés coopératives, eh bien, je crois que dans le Moronou, les populations mangent. C'est un exemple qu'il faut partager avec le reste de la Côte d'Ivoire. Ces femmes méritent d'être encouragées, méritent d'être soutenues. La ministre Anne-Désirée Ouloto invite les coopératives à se regrouper en fédération pour être compétitives et faire la promotion du vivre ensemble. La création d'une société coopérative repose sur des valeurs de solidarité, de fraternité, d'entraide. En nous mettant ensemble, nous réussissons donc à réaliser des prouesses, nous réussissons à mobiliser le maximum de ressources, produire et pour subvenir à nos besoins. Du matériel agricole et des vivres aux femmes du Moronou, dont de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto. Voilà, c'était la journée des coopératives à Mbato avec notre reporter Francis Boifo. Les femmes de Tout le Pleu s'engagent pour la paix et le développement de leur département. Elles ont réaffirmé cette volonté lors d'un grand rassemblement, rencontre à laquelle a pris part la ministre Anne-Désirée Ouloto, venue apporter son soutien à ces femmes. Reportage F. Bouy. Les femmes de Tout le Pleu ont beaucoup de volonté pour travailler, mais elles rencontrent des difficultés de divers ordres. On fait manioc, on n'a pas de machine pour piler, on fait à la main. Ça nous fatigue trop même, ça nous fatigue. Les femmes, on arrive à faire commerce, mais on n'a pas de moyens. On fait les vivriers, on fait les bananes, on fait beaucoup de choses. Nous avons d'énormes difficultés.
nous produisons beaucoup, mais faute de route, il y a des pourritures. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. La ministre Anne-Désirée Ouloto soutient ses sœurs. Un tracteur, un motoculteur, des motopompes et divers autres objets. Nous attendons ce moment depuis très longtemps. Nous voyons Madame la ministre passer dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. On se demandait à quand notre tour. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Anne-Désirée Ouloto invite donc ses sœurs à se mettre effectivement au travail afin que tout le pleu soit le grenier du vivrier en Côte d'Ivoire. Maintenant qu'elles sont toutes constituées en société coopérative, maintenant que la paix est effective ici à tout le pleu, nos sœurs ont entendu le message du président de la République et de son épouse. Le développement par les femmes et avec les femmes. L'autonomisation des femmes de tout le pleu, bientôt une réalité. Une convention sera signée avec l'ANADER à hauteur de 5 millions pour l'octroi des semences de qualité. Une autonomisation qui passe aussi par la formation. Des bâtiments administratifs seront réhabilités pour abriter la maison des femmes et l'IFEF de tout le pleu. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, était en visite dans la sous-préfecture de Bogué, c'est dans la région du Haut-Sassandra. Le ministre Albert Mabry-Touakeus a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé de la localité de Noumousséria en vue d'accroître l'offre de santé, nous explique Abou Sanogo. Bientôt, un centre de santé à base communautaire pour la localité de Noumousséria dans la sous-préfecture de Bogué. Un geste du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry-Touakeus, qui a procédé à la pose de la première pierre de cet établissement sanitaire. À cette occasion, les populations de Noumousséria ont rendu un hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement de la Côte d'Ivoire. Elles ont émis quelques doléances, dont les principales sont l'ouverture et le reprofilage des routes défectueuses de cette zone productrice de cacao. Le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus les a assurés que le président de la République Alassane Ouattara ne les a pas oubliés. Je voudrais vous dire que le bon choix qui peut nous amener rapidement ce que nous recherchons, c'est Alassane Ouattara. Et je voulais vous le confier. Je voulais le confier aux chefs, mais je voulais le confier aux jeunes surtout. Le centre de santé à base communautaire de Noumousséria va accroître l'offre de santé de cette localité. L'amicale ANIA est l'amicale des cadres, travailleurs et étudiants du canton Ayetou dans le département de Dimokro. L'amicale a organisé la 7e édition de ces journées annuelles et ces journées ont réuni les fils et filles des 15 villages du canton Ayetou autour du développement et c'est le village d'Ediakro qui a abrité cette fête tournante en présence de Michel Mambo. Ediakro, premier village sur l'axe Dimbokro-Didievi, un des 15 que regroupe le canton Ayetou dans le département de Dimbokro. Sur la place publique, une dizaine de têtes couronnées, avec à leur côté les fils et filles de la région venus parler développement. ANIA a été créé dans le but de fédérer les forces, les richesses et les énergies des populations du canton afin de contribuer au développement local aux côtés des structures décentralisées que sont le conseil régional et la mairie de Dimbokro. L'ANIA, une initiative de l'amicale des cadres, travailleurs et étudiants du canton pour célébrer la fraternité et la cohésion sociale dans la région. Une première à cette édition 2015, la présence de membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, a tenu à être présent pour apporter son soutien à cette initiative louable. Dimbokro est en train de retrouver sa beauté avec les rues, avec l'extension du réseau électrique, mais aussi avec tout ce qui va venir vers les villages. Vous avez parlé de reprofilage des rues des villages, vous avez parlé de bitumage, dates importantes. Je voudrais vous dire que c'est des choses qui seront faites parce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est votre fils. L'ANIA, c'est également la célébration de l'excellence. Aussi, les meilleurs élèves du canton ont été primés à l'occasion et pour couronner le tout, remise d'une enveloppe au président de la mutuelle des Diacro et Diako Asijac pour les travaux de réhabilitation du foyer des jeunes.
Hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée, le pouvoir et l'opposition sont enfin parvenus à un accord sur l'organisation des élections présidentielles et locales. L'accord signé hier en présence du représentant des Nations Unies dans le pays portant notamment sur la composition de la Commission électorale nationale indépendante, le fichier électoral et l'organisation des locales. On en sait plus avec Sylvie Touré. Après plusieurs mois de négociations, pouvoir et opposition sont parvenus à un accord sur l'organisation des futures élections en Guinée. Les principaux points de blocage ont été levés, notamment la composition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la révision du fichier électoral et le choix des élus communaux. Les acteurs se félicitent de la signature de cet accord. Pour la paix dans le pays, pour privilégier le dialogue et renoncer à l'affrontement, nous avons décidé donc de venir accepter de faire des concessions en espérant que les engagements pris cette fois-ci vont être appliqués par le gouvernement et la CENI. Ce qui nous reste maintenant, c'est l'applicabilité de cet accord qui a été signé aujourd'hui. Et je puis vous assurer que dès demain matin, le gouvernement va s'atteler à la tâche et que cet accord sera respecté. Témoin de cet accord, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas, salue la volonté des deux parties d'aller vers des élections apaisées. J'ai ainsi pu me rendre compte de la volonté partagée par tous les acteurs d'avancer vers des élections inclusives, crédibles et pacifiques. Dans le cadre de cet accord, 2 nouveaux commissaires vont être nommés par l'opposition pour siéger à la CENI et un comité de suivi du fichier électoral a été instauré. Quant au calendrier électoral, il n'a pas changé. La présidentielle est prévue pour le mois d'octobre prochain et les locales en 2016. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain, 20h.